un lieu qui a un peu de gueule et puis qui surtout qui par sa situation représente vraiment tous les paradoxes de Pantin. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais il y a l'entrée d'Hermès de l'autre côté, la Philharmonie de l'autre. Et voilà, et on est ici sur la dalle de l'îlot 27, où il y a eu des choses compliquées qui se sont passées. Je pense qu'on reviendra dessus dans la soirée. Mais peut-être que Serge, tu peux nous dire en deux mots comment il y a... Tu veux le faire après? Non, il n'y a pas de problème. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé ici. Bonsoir tout le monde. Donc M. Kern voulait démolir le bâtiment de l'îlot 27 pour faire une crèche et une école pour le personnel d'Hermès. Donc il voulait démolir, à l'époque c'était 9 étages, 65 logements sociaux. Donc on a créé une association de l'îlot 27, du Rouvray, et avec l'aide de la CNL, on s'est battu pour qu'il y ait une non-démolition de l'immeuble. Donc il y avait un projet, c'était la démolition et la, comment on appelle ça, réaménagement du quartier. Donc nous on voulait le réaménagement du quartier mais sans la démolition des logements sociaux. Donc on s'est battu, on a écrit à l'ANRU, à tous les conseils municipaux, on a fait du porte-à-porte, on a fait les métros, les marchés, et donc on a obtenu qu'il y ait un deuxième référendum avec deux possibilités, avec ou sans la démolition, et donc on a gagné de 10 voix. Donc l'immeuble n'a pas été démoli, mais à la base ils voulaient démolir le bâtiment de l'îlot 27 pour faire plaisir à Hermès et aménager une crèche et une école pour le personnel d'Hermès et déloger tous les habitants qui habitaient au 21 rue Auger, c'est-à-dire 63 familles qui voulaient reloger dans Pantin, mais pas à des prix à 5 à 600 euros, à 800 ou 900 euros. Voilà. Donc, vous avez des nouvelles du maire? Aucune nouvelle. Par contre, il est en train de réaménager un petit peu, il a mis des grilles partout, comme si on était des animaux. Il a mis des transats, il met des espèces de parcs pour les enfants, et tout ça c'est pour les élections. Et en attendant, moi, je reste dans l'idée que son projet, il le remettra sur le tapis s'il y en a eu. Voilà, tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté. Il y a un faux montage, non? Parce que j'entendais un bruit de fond. Bon, merci Serge. Merci. En fait, du coup, vous comprenez qu'on n'a pas choisi cet endroit par hasard. On a 2 semaines et demie des élections et on a voulu que cet événement, qui, je pense, à plusieurs égards, est un événement important pour la vie du collectif et pour la vie de la ville en général, on a voulu qu'il se fasse dans un endroit qui soit chargé d'histoire et qui soit aussi un peu révélateur de ce qui se passe sur Pantin depuis 20 ans, mais surtout depuis 5-10 ans, avec du coup cette volonté de transformer la ville et de faire qu'elle travaille non plus au service des habitants historiques, mais au service d'une population d'un genre nouveau. C'est le maire qui a coupé le son. Donc en fait, je vous disais, l'idée c'était vraiment que cet événement emblématique et important pour notre collectif, il se fasse à un endroit qui soit à l'image de ce que cette ville est en train de devenir et qu'elle puisse aussi symboliser toutes les luttes dont on prétend être les porteurs dans ce collectif. Alors je ne sais pas si vous êtes nombreux à nous connaître. Vous pouvez lever la main ceux qui ne connaissaient pas le collectif avant cet événement? Ouais, il y en a quand même pas mal. Bah, c'est cool. Du coup, on se présente en 2 mots. Je me permets de présenter le collectif. Je m'appelle Yazid et je fais partie du coup d'un collectif qui s'appelle Nous sommes Pantin, qui a vu le jour il y a quelques mois, en 2019, et qui regroupe tout un tas d'habitants de cette ville, des auto-entrepreneurs, des personnes âgées, des chômeurs, des retraités, des parents, des pas-parents, des célibataires, etc. Et du coup, on a en commun d'être pas spécialement des professionnels de la politique, pas avoir spécialement d'expérience en matière électorale, en matière de mandat politique. Et en fait, notre ambition pour cette ville, c'est que, à l'image un peu du combat qui a été mené sur l'îlot 27, les gens puissent vraiment se réapproprier le quotidien de la ville de Pantin et qu'ils puissent en fait eux-mêmes avoir le pouvoir. Et donc à cet égard, on a voulu qu'un collectif puisse se monter avec des règles réellement différentes, sans alimenter des ambitions personnelles, mais toujours étant au service des ambitions collectives, celles d'une ville qui aimerait qu'on puisse vivre en harmonie, sans avoir à toucher des sommes folles pour pouvoir se payer un logement, sans avoir du coup à être riche pour pouvoir accéder à des services publics qui sont de moins en moins publics,
sans avoir du coup à se cacher le nez pour se mettre à l'abri de la pollution ou acheter de l'eau en bouteille parce que l'eau du robinet elle n'est pas suffisamment salubre. Et donc ce collectif, en fait, il a pris l'initiative il y a quelque temps, suite à sa croissance et à son développement, de proposer une liste aux élections municipales. Et du coup, une liste qui fonctionne avec des principes radicalement différents de celles et ceux qui sont de fait nos concurrents, même s'ils ne sont pas vraiment nos concurrents parce qu'on ne fait pas la même chose. Donc on est une liste qui se monte selon les principes qu'on appelle municipalistes, libertaires, et donc en fait, typiquement, on a fait cette liste en tirant au sort parmi les volontaires du collectif. On a tiré au sort la tête de liste, qui restera secrète jusqu'au dernier jour. On a tiré au sort parmi les volontaires pour les 45 autres places. On a galéré pour trouver un mandataire financier, on a galéré auprès de la préfecture parce qu'on n'y connaît rien. On a galéré pour trouver des sous, d'ailleurs on en a besoin aussi, on n'a pas encore tout à fait fini de payer. Et en fait on va y arriver, on va avoir une liste qui va être présente et du coup vous pourrez voter pour Nous Sommes Pantins le 15 mars et j'espère aussi le 22. Et donc voilà, du coup ça fait un certain temps qu'on organise des ateliers thématiques, alors qui fonctionnent d'une manière vraiment différente. Hein. Il n'y a pas de tribune, il n'y a pas des sachants qui viennent expliquer la vie aux gens, etc. On a fait sur la démocratie, sur le budget, sur le logement, toujours comme ça un peu, des ateliers thématiques où les gens réfléchissaient à des tables, avec du coup le soutien de beaucoup de gens du collectif qui ont vraiment beaucoup travaillé, merci à eux. Et on a fait émerger plein de propositions géniales, vraiment des choses très innovantes qui émergent du coup sur la base de l'expertise de chacun d'entre nous. Parce qu'on sait bien que c'est les habitants qui sont les meilleurs experts. Et du coup, en fait, cette soirée, on a voulu qu'elle soit aussi un moment où on puisse réfléchir ensemble à ce que c'est qu'une élection. Est-ce que ça sert encore une élection à quelles conditions est-ce qu'une élection elle peut être vraiment au service du collectif et du coup, comment est-ce qu'on peut subvertir cet exercice pour en faire quelque chose de vraiment démocratique et populaire. Et du coup, je sais pas si c'est à moi de présenter François, je pense pas. C'est plutôt à Sylviane de le faire. Mais du coup, moi, je finis en 2 mots, en vous disant juste qu'en gros, on n'est pas très nombreux. On a des petits bras, on a des cœurs et des cerveaux, mais on n'a pas beaucoup de ressources. Et votre soutien, quel qu'il soit virtuel, sur le terrain, financier, si vous avez une expertise quelle qu'elle soit, elle est la bienvenue. Il y a un petit papier là où vous pouvez noter vos coordonnées, et, éventuellement votre nom, prénom et votre numéro de téléphone si vous pouvez nous apporter un soutien. Il reste à peu près 2 semaines et demie. Et donc, tous ceux et toutes celles qui sont disposés à nous filer un petit coup de main pour qu'on soit connus et qu'on puisse ne serait-ce que franchir la barre des 5%, même si on sait très bien qu'en fait on va gagner les 5% qui nous permettent d'être remboursés les frais de campagne, bah, ça serait super bien. Voilà, j'ai fini. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Sylviane, je fais partie du collectif Nous Sommes Pantins. Alors je vais essayer de présenter François Bégodeau, mais je pense que je vais faire très mal parce que je suis très peu protocolaire, voilà. Donc je vais juste dire 2-3 trucs que j'ai retenus de toi et qui sont aussi les raisons pour lesquelles on t'a demandé de venir. On te remercie d'être là. Pardon, je te tutoie, c'est... Enfin, je suis d'habitude de travailler avec des communistes, c'est automatique. Voilà, donc François Bégodeau, peut-être que certains d'entre vous ont vu son film Entre les murs, qui est un film qui a beaucoup fait débat à l'époque, qui a beaucoup fait parler, hein, qui est un film qui se passe dans une classe de collège avec un prof une classe de collège de quartier populaire, avec un prof qui a peut-être parfois un peu de mal. Enfin, voilà, il y avait tout un débat qui était venu autour de ce film sur les questions d'éducation en milieu populaire. Et puis plus récemment, donc tu es écrivain, tu fais beaucoup de choses assez diverses. Plus récemment, tu as publié un livre qui s'appelle L'histoire de ta bêtise, qui est un livre qui s'adresse à l'électeur macronien, si j'ai bien compris. Donc je te laisserai te compléter ta présentation parce que je pense que je suis en train de faire très mal, mais voilà, tout ça pour dire que c'est aussi un livre qui a forcément fait beaucoup de bruit, parce que dire à l'électeur macronien qui lui parler de sa bêtise, ça peut ne pas forcément faire très plaisir. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'échanger avec toi, parce que tu as le don quand même de faire d'appuyer là où ça fait mal, de soulever des débats, voilà, d'être un petit peu impertinent. Et du coup, c'est toujours quelque chose qui fait du bien. On essaye de l'être aussi un petit peu, nous, dans notre campagne. On peut se permettre, parce qu'on n'a pas de parti avec nous. Voilà, donc on peut s'amuser à coller des affiches avec écrit élection piège à con, point d'interrogation, partout dans la ville, et d'autres trucs comme ça. Voilà, donc on s'est dit qu'avec ta présence ce soir, ça serait intéressant d'avoir un peu une inspiration politique, artistique, littéraire, un peu comme tu le voudras sur cette thématique, sachant qu'on va se laisser inspirer par toi dans un premier temps, et ensuite on retravaillera plus en petits groupes, donc je vous expliquerai après comment ça va se passer.
Mais voilà, donc l'idée c'est un petit peu que tu nous donnes du grain à moudre pendant une petite vingtaine de minutes. Donc je te propose de démarrer par une série de questions et puis on interagira, voilà. Par contre, on va faire un truc un petit peu frustrant pour vous, je pense, c'est qu'on va pas faire de questions-réponses avec la salle, parce qu'on veut garder le maximum de temps pour travailler ensuite par petite table. Mais ensuite, François, si tu le veux bien, tu pourras te promener, aller nous interpeller, échanger avec les uns les autres, voilà. Donc c'est plus ça le format de la soirée. Voilà, donc je vais te passer le micro, je vais te laisser te présenter, je vais peut-être aussi te laisser démarrer sur le thème de la soirée, qui est tout simplement élection piège à point, point d'interrogation. C'est vraiment bien ce micro, je trouve. Ouais, je vais commencer comme ça. Élection piège à fond, oui. Je me demandais en venant si c'est de quand date ce slogan. Évidemment, il a été beaucoup promu en 68. Je sais pas si ça date d'avant. Il y a peut-être des gens qui savent dans la salle. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est en 68 que le slogan est devenu célèbre. Et d'ailleurs, il a été immédiatement suivi des faits, puisque vous avez le plus grand mouvement social du XXe siècle, c'est 68, vraiment numériquement, quantitativement. Faut pas oublier que c'était un grand mouvement ouvrier. 68 à mauvaise presse, y compris à gauche parfois, il y a des gens qui disent que c'était des petits bourgeois qui s'excitaient. Bon, d'abord, il peut rien arriver de mieux à des petits bourgeois que s'exciter, donc tant mieux, heureusement. Pour une fois que les bourgeois étaient de gauche, bah, c'était, saluons-le. Et surtout, ça a été un grand mouvement ouvrier avec un certain nombre d'acquis sociaux qui ont suivi. En revanche, vous savez que un mois plus tard, des élections ont été organisées qui ont vu une victoire spectaculaire de la droite. Je veux dire que si on veut mesurer à quel point les élections sont vraiment un registre de la politique totalement déconnecté des forces vives sociales d'un pays, 68 est un très bon exemple. Vous avez tout un pays qui est dans la rue, qui fait grève, qui a des revendications extrêmement radicales, parfois même ultra radicales, pas que, mais et ça donne un plébiscite extraordinaire pour les forces gaullistes, les forces de droite, un mois plus tard. Comme si on pourrait dire que les élections ne concernent pas le même peuple. Une élection fabrique un peuple qui n'est pas celui des mouvements sociaux. C'est pas le même en fait. Et d'ailleurs, c'est pas exactement les mêmes qui sont impliqués dedans. Par exemple, il y a énormément de gens qui participent à des mouvements sociaux qui ne votent jamais. Inversement, il y a énormément de gens, hélas, qui votent et qui ne participent jamais à des mouvements sociaux. Une des raisons pour lesquelles je suis un peu remonté contre l'élection, c'est l'élection, le principe même de l'élection en général, c'est que d'abord elle fait un peu toujours gagner les mêmes, ça c'est factuel. En gros, on peut dire que depuis 200 ans que la démocratie représentative existe en France avec quelques épisodes impériaux et monarchiques, mais peu importe, c'est globalement la droite qui gouverne, c'est le capital, c'est la bourgeoisie. Donc, à un moment, il faut en tirer les conséquences. Quand vous avez une compétition qui produit toujours les mêmes vainqueurs, il faut quand même se demander si la compétition elle-même ne serait pas structurellement viciée. C'est un problème, quoi. Et surtout, je pense qu'une des choses qu'il faut toujours dire de l'élection, c'est que elle est une geste politique, en tout cas, elle appelle les gens à faire un geste particulier qui consiste à mettre un bulletin de vote dans une urne, quoi, enfin dans une enveloppe, une urne, c'est-à-dire de le faire alors de façon dissimulée, cachée, hein, le vote est secret. Bon. Et je crois qu'on ne tire jamais assez les conséquences du fait que le vote soit secret. Par exemple, une des conséquences que je pourrais donner, qui je trouve est assez peu dite à mon grand étonnement, c'est que le type d'humeur qu'il vous faut pour aller voter et le type d'état d'esprit dans lequel vous votez, c'est-à-dire tout seul, dans votre coin, et librement, avec des guillemets, coïncide assez bien, je veux dire, est une porte ouverte à l'expression d'opinions honteuses. Donc je pense que il faut quand même aussi connecter le fait qu'on ait un parti dans le paysage politique français depuis 40 ans, qui est un parti d'extrême droite, qui s'appelle le Front National, qui maintenant s'appelle le Rassemblement National, qui est extrêmement performant électoralement. Et on pourrait dire qu'il est performant que électoralement. Hein, le Rassemblement National, on ne dit jamais assez qu'il a très peu de militants. C'est pas du tout un parti de militants, c'est pas du tout un parti d'activistes. Hein, c'est pas des gens, on les voit jamais dans les manifs, on les voit jamais dans les grèves, enfin ils ne font rien, ils ne font que voter. Et puis des fois ils se réunissent, ils distribuent des tracts, enfin voilà, mais c'est toujours dans le cadre des votes. Donc s'il y a bien, si vous voulez, un parti qui est complètement moulé pour la performance électorale, c'est le Rassemblement National. Ce qui quand même peut nous indiquer que l'élection est une drôle de chose. Parce qu'effectivement, vous pouvez très facilement glisser tout seul dans votre coin un petit bulletin raciste, quoi. Alors qu'il est beaucoup plus difficile quand même, encore maintenant, heureusement d'ailleurs,
d'assumer son racisme publiquement. C'est compliqué de clamer publiquement dans une manifestation, dans une réunion publique, le racisme et autres affects un peu douteux comme ça. L'élection vous permet ça. L'élection vous permet ça. Donc elle est de ce point de vue-là, comme je prends cet exemple, hein, le Rassemblement national n'est pas le seul dommage collatéral des élections, mais je prends cet exemple un peu spectaculaire pour quand même rappeler à quel point on a affaire à une certaine modalité de la politique qui ne correspond pas du tout à je crois, la modalité politique qui a toujours porté les forces de l'émancipation, qui consiste à tout le contraire, c'est-à-dire de se réunir collectivement, de faire des choses, d'être adossé à des situations concrètes, réelles, qui peuvent être des situations de grève, qui peuvent être des situations de mouvements sociaux, des situations de réformes qui nous sont imposées, contre lesquelles on va s'insurger, comme c'est le cas depuis quelques mois ici. Ça, c'est comme ça que se structure, je dirais, l'attitude politique des forces de l'émancipation, et notamment des forces d'émancipation de la gauche, qui pour moi est un pléonasme. Bon, ça c'est une des 1000 raisons pour lesquelles j'ai vraiment du mal avec l'élection. Alors après, je vais essayer de pas être trop long, mais comment est-ce qu'il faudrait voter au municipal est-ce qu'il faut voter au municipal? Bon, alors c'est vrai que les municipales en général, par rapport à des olébrius comme moi qui sont très remontés contre le principe même de l'élection, c'est toujours un petit peu quand même une élection pour laquelle on a un peu plus d'indulgence. Par opposition à la présidentielle, qui est vraiment, je dirais, un cataclysme intellectuel tous les 5 ou 7 ans. C'est une pauvre chose, l'élection présidentielle. Elle tire tout le monde à la bêtise. C'est vrai que l'élection municipale, elle a ça pour elle, elle a une grande force pour elle, c'est d'être d'abord une élection de proximité par définition. Bon, donc là, on retrouve un peu l'unité politique telle qu'on l'aime, c'est celle de la ville, qui est une bonne unité politique, hein, parce que voilà, on peut statuer sur une vraie réalité, on n'est pas dans une espèce d'abstraction où il s'agit d'aller voter pour des chevaux de course, comme c'est le cas de l'élection présidentielle. Par ailleurs, c'est vrai que j'aime bien l'élection municipale parce qu'elle fait advenir des problèmes concrets. On va en parler ce soir, ça c'est intéressant. Les gens parlent un petit peu de ce qu'ils connaissent, de leur vie dans la ville, soit des choses qui les concernent directement, soit indirectement. Et ça permet quand même de revenir un petit peu au geste premier de la politique, c'est-à-dire il y a une réalité, j'en pense quelque chose, je la vis de telle ou telle façon et je voudrais qu'elle se reconfigure de telle ou telle façon. Ça, c'est des beaux gestes de la politique, c'est ça la pensée politique dans sa noblesse. L'élection municipale permet ça, c'est vrai. Alors inversement, elle a quand même des casseroles, cette élection, parce qu'elle est quand même... Bon, elle permet plus qu'aucune autre le pire de la politique, qui est la petite tambouille des partis. Parce que, à la rigueur, l'élection présidentielle, qui n'a vraiment rien pour elle, elle a au moins pour elle un truc, c'est que, bon, c'est pas des négociations infinies pour savoir est-ce qu'on va fusionner telle liste, qui va être numéro 1 de la liste, qui va être numéro 2, est-ce qu'on va faire la parité, enfin toutes ces espèces de bricolages auxquels on assiste souvent. Dans l'élection présidentielle, on désigne un candidat, il y en a 12, on vote parmi eux, puis à la deuxième tour, voilà, c'est fini. C'est vrai que l'élection municipale, je pense que la liste Nous sommes Pantins, ils sont bien placés pour le savoir, d'ailleurs, ils sont nés de ça. Ils sont nés du constat que de l'autre côté, enfin chez tous les autres, c'est la tambouille. C'est l'occasion pour les partis de placer leurs apparatchiks, c'est l'occasion pour chacun d'offrir des gamelles au cadre des partis. Hein, c'est quand même ça, les grandes manœuvres qui ont lieu avant les municipales ou avant les législatives, qui sont à peu près approchantes de ce point de vue-là, parce que la législative est une élection de proximité aussi, même si elle prépare la représentation nationale. Bon, donc la municipale, c'est vrai que pour ça, c'est quand même assez peu reluisant aussi, quoi. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que l'unité municipale, ben, elle a les défauts de ses qualités et elle a les écueils de sa grandeur, c'est-à-dire la proximité. On sait très bien que c'est clientélisme aussi. On sait très bien, Yazine me le disait, encore hier on en discutait, quand les gens de Nous sommes Pantins sont allés solliciter d'autres gens pour participer à cette liste, ben, ils se voient souvent ils se voient souvent objectés par les gens qui sollicitent, les gens normaux, que ces gens-là ont peur. Ils ont peur d'y perdre en image par rapport à des services qui pourraient demander à tel maire ou à telle unité municipale. C'est-à-dire qu'on est dans la proximité, c'est-à-dire que tout le monde se tient un petit peu par les couilles, en tout cas se tient par un certain nombre d'intérêts. Donc les commerçants, par exemple, ont peur d'aller sur une liste municipale, notamment alternative, parce que quand même ils ont des comptes à demander à une mairie. Ils ont des comptes à demander en termes d'impôts, en termes de tout un tas de facilités. Ou alors c'est telle association qui ne veut pas que sa subvention soit sucrée, telle petite association qui fait du bon boulot dans un quartier, auquel la municipalité ou le conseil municipal donne une subvention, renouvelle la subvention tous les ans. Ils savent très bien que s'il y en a certains d'entre eux qui se retrouvent sur une liste très alternative comme Nous sommes Pantins,
bon, bah, la subvention vient menacer. Mais c'est ça c'est des choses concrètes. Hein. Et on sait bien que là, dans la période qu'on connaît, c'est ça qui se passe, quoi. C'est que chacun a un peu peur d'y aller. Donc en gros, c'est aussi... Alors souvent à la télé, les éditorialistes se pâment en disant c'est une belle élection parce que le maire est souvent très aimé par ses administrés. Et c'est pour ça qu'il y a une prime au sortant. On sait très bien que souvent les maires en place sont réélus. C'est statistique. Bon, alors on pourrait dire c'est parce qu'on n'a que des maires formidables et que les gens adorent leur maire et c'est super cool. Mais non, c'est surtout parce qu'un maire tisse d'abord un réseau de clientélisme et que de nouveau on va voter pour lui pour avoir de nouveau les mêmes avantages que vous avez. Donc en résumé, est-ce qu'il faut voter pour Nous sommes Pantins? Non, mais je vais y répondre. Bah non, parce que moi je me la pose. C'est-à-dire que est-ce que moi je peux me contredire dans mon postulat que globalement les élections il vaut mieux éviter et faire de la vraie politique? Moi, évidemment, un truc comme Nous sommes Pantins, ça me plaît pour tout ce qu'a dit Yazid et tout ce que vous savez, tous ceux qui participent, quoi. Le principe est super, il n'y a aucun problème. Vous avez très largement, pour l'instant encore, à 2 semaines de l'échéance, éviter les écueils, la tambouille, la saloperie, la corruption. Peut-être que ça viendra. Peut-être que la tête de liste désignée au tirage au sort va devenir mégalo, hein, je sais pas. Il faudrait savoir. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres, je veux dire. Non, mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse dans une liste comme ça, c'est que précisément, elle permet d'avoir des soirées comme celle-là. Je dis celle-là, mais il y en a plein d'autres, quoi. C'est-à-dire que c'est un prétexte, pratiquement. C'est-à-dire que l'échéance municipale, parce qu'en fait, je crois que je peux le dire solennellement ce soir, vous n'allez pas gagner. Non, vous n'allez pas gagner. Il faut que ça... Non, mais il faut que tu aies un qui se dévoue pour le dire. Je vais faire le méchant ce soir. La tête de liste désignée au tirage au sort de Nous sommes Pantins ne sera pas maire de Pantin dans 2 mois. En revanche... On va tirer au sort de maire après les... Si vous voulez, tu fais ce que tu veux. Voilà, mais donc... Aller voter pour Nous sommes Pantins, bah oui. En tout cas, que soutenir la liste, beaucoup plus. C'est-à-dire que soutenir la liste pendant le temps qu'ont lieu les élections, parce que ça permet de se réunir, ça permet de parler, ça permet de réfléchir. Voilà, c'est ça. Parce que c'est le seul intérêt que je vois fondamentalement aux élections, c'est qu'elles sont quand même malgré tout des points de cristallisation, des points de fixation où les gens se mettent à parler politique, se mettent à réfléchir politiquement. Bon, au moins ça a cette efficacité-là. Voilà, c'est à ce titre-là que je défendrai quand même, au bout du compte. Alors du coup, deuxième question, tu as commencé un petit peu à répondre. Moi, j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce que c'est la bêtise en politique? Parce que tu as écrit l'histoire de la bêtise. Et qu'est-ce que c'est la connerie? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est, comme tu viens de le dire, enfin, tu as dit qu'il y a des raisons un peu structurelles, hein, il y a la machine électorale qui peut nous rendre bêtes, ou nous amener à des comportements bêtes, à des choix simplistes, à des choix solitaires. Est-ce que être con ou être bête en politique, c'est être tout seul et penser tout seul? Voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce que ça serait de l'intelligence politique? Voilà. Est-ce que en fait, est-ce que c'est des personnes qui sont connes ou est-ce qu'on n'est pas tous le contre quelqu'un? Est-ce que c'est pas des situations qui nous rendent bêtes? Voilà. Un peu creuser sur ces thématiques de la bêtise, de la connerie, l'intelligence en politique. Oui, non, c'est une très bonne question. De toute façon, c'est un sujet très compliqué, la bêtise. Et c'est une des raisons pour lesquelles il m'intéresse, c'est parce qu'il est compliqué. Il est un peu provoquant, il est approximatif, donc c'est un bon espace de livre. C'est pour ça que j'ai organisé un livre autour de cette notion, parce que c'est pas mal de partir sur des notions qui sont pas gagnées d'avance, qui ne sont pas jouées d'avance. Ça permet d'écrire, ça permet de réfléchir. Quand on se lance dans un livre en n'ayant que des espèces de circularité, le livre ira pas très très loin. Là, sur la bêtise, j'avais une intuition, et donc j'ai creusé l'intuition dans le livre. Bon, alors, pour aller très vite, la bêtise dont je parle de l'histoire de la bêtise, c'est la bêtise très spécifique et circonstanciée de la bourgeoisie. C'est pas autre chose. C'est même pas les macroniens, je ne m'intéresse aux macroniens qu'en tant qu'ils étaient en 2017 des représentants ou des têtes de gondole, comme je le dis dans le livre, de la bourgeoisie. C'était absolument un mouvement bourgeois. Alors comme souvent les partis qui ont gagné depuis 200 ans en France, hein, sont souvent les partis de la bourgeoisie, qui représentent les intérêts de la bourgeoisie, qui sont eux-mêmes animés par des gens issus de la bourgeoisie. Bon, alors c'est vrai que dans le cas du macronisme, c'était spectaculaire. La donnée n'était pas nouvelle, c'était aussi vrai des républicains de la Troisième République. Jules Ferry et compagnie, dans les années 1880,
c'était des bourgeois qui représentaient les intérêts de la bourgeoisie, y compris par exemple en lançant des grandes manœuvres coloniales. C'était des représentants du capital, c'est aussi à ce titre-là qu'ils ont inventé l'école, enfin bon, donc c'est pas nouveau. Et c'est vrai que dans le cas du macronisme, il y avait quelque chose comme une... ça se voyait encore plus, quoi. Bon, alors, donc du coup, j'en suis arrivé à faire un portrait dans ce type de la bourgeoisie, parce que je trouvais qu'on ne s'intéressait pas encore beaucoup à elle. On parlait beaucoup des riches, des ultra-riches, de l'oligarchie, on parle de tout un tas de choses comme ça. Moi, je voulais quand même recentrer sur la notion de classe sociale. Qu'est-ce que c'est que la classe bourgeoise? Comment est-ce qu'on la définit? C'est qui ces gens? Ils ressemblent à quoi? Ils pensent quoi? Ils font quoi? Ils ont quel goût de cinéma? Ils écoutent quelle chanson? Dans quel café ils sortent, etc. Il y a tout un portrait comme ça, quoi. Alors pourquoi sont-ils bêtes? Eh ben, effectivement, ils ne sont pas bêtes parce qu'ils n'ont pas de cerveau, ils ne sont pas bêtes parce qu'ils seraient moins dotés neuronalement que n'importe qui ici. C'est pas le sujet, c'est pas ça du tout. C'est qu'ils ne font pas usage de leur cerveau. Pourquoi ne font-ils pas usage de leur cerveau? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Parce que, en tout cas dans leur pensée politique est immédiatement limitée et réduite à un seul horizon, qui est la préservation de leurs intérêts. Si vous commencez à réfléchir à des problématiques politiques qui sont en général complexes, sophistiquées, qui vous entraînent parfois à aller très très loin dans l'intelligence, si en fait vous les emmaillotez immédiatement dans un seul truc qui s'appelle l'intérêt de classe, eh bien vous ne poussez pas loin votre réflexion. Donc en fait, c'est ce que je dis à un moment dans le livre, les bourgeois ne sont pas tant bêtes qu'ils sont limités, c'est-à-dire qu'ils se limitent. Ils pourraient réfléchir, ils pourraient ouvrir le champ de la réflexion, mais ils la ferment très très vite. On l'a bien vu pendant l'élection présidentielle, on voit bien qu'il y a tout un tas de modalités de la réflexion auxquelles ils sont totalement fermés. C'est des gens qui ne veulent pas entendre parler de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire l'émancipation des classes populaires, ils ne veulent pas entendre parler évidemment pas d'extrême droite non plus pour d'autres raisons, même si finalement ils sont beaucoup mieux disposés vis-à-vis de l'extrême droite que vis-à-vis de l'extrême gauche, et l'avenir le montrera. Mais donc voilà, ils se limitent. Donc il y a tout un tas de sujets sur lesquels ils ont des idées qui sont parfaitement arrêtées. La propriété privée, ils ne vont pas y réfléchir. Et Dieu sait si pourtant ça serait un sujet très intéressant, la propriété privée. C'est même pour moi le cœur de la réflexion politique. On pourrait en dire des choses sur la propriété privée, et c'est compliqué d'ailleurs, c'est un sujet compliqué. Mais enfin, le bourgeois, lui, il ne réfléchit pas à la propriété privée. Il postule que la propriété privée est un bien inviolable et d'une valeur absolument inviolable. Il a construit toute son ingénierie politique, tout son imaginaire politique autour de la préservation de la propriété privée. Donc il n'y réfléchit pas. Je pourrais prendre comme ça 50 exemples de sujets sur lesquels le bourgeois, de toute façon, n'est pas disposé à réfléchir, puisqu'il a déjà la réponse avant même d'avoir réfléchi. Il ne réfléchit pas sur l'école. De notre compte, l'école l'arrange très bien, puisqu'il reproduit sa propre puissance. Et que même l'école a d'abord cette vocation-là. Donc il ne va pas déployer des trésors de théories pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être une école émancipatrice. Ça ne l'intéresse pas que l'école soit émancipatrice. Ce qui l'intéresse, c'est qu'elle reproduise la donne sociale inégalitaire. Et donc, le bourgeois est globalement satisfait de l'école. Donc pourquoi est-ce qu'il réfléchirait à quelque chose dont il est satisfait? Et puis, etc. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles je ne réfléchis pas. Alors après, pour laisser un petit peu mon bouquin et la bêtise de la bourgeoisie, parce que finalement, c'est pas... Ce soir, personne n'est concerné. Il n'y a pas de bourgeois dans la salle, quoi. On est bien, quoi. On est entre nous. À part moi, peut-être. Je suis peut-être le plus bourgeois d'ici ce soir. Qu'est-ce que pourrait être notre bêtise à nous? Chacun a à voir avec sa propre bêtise. Il y a tout un tas de trucs sur lesquels il nous arrive d'être bêtes. Il y a tout un tas de choses. Nous aussi, nous avons des clichés en tête. Nous aussi, il y a peut-être des vannes de la réflexion qu'on n'ouvre plus parce qu'on se satisfait de nos certitudes. Je veux dire, moi le premier, tout le monde ici est concerné, on a des points comme ça non négociables en nous. Peut-être qu'on a raison au bout du compte de ne pas négocier avec, mais disons qu'on n'y réfléchit plus. Donc bon, chacun doit interroger sa propre bêtise interne, quoi, et toujours réouvrir la réflexion à propos de tout. C'est le mouvement perpétuel de la pensée, c'est pas inintéressant. Sur les élections, bah oui, pourquoi est-ce qu'elles sont tellement abétissantes? D'abord parce qu'elles personnifient le débat, notamment les élections présidentielles, donc évidemment se demander si Macron a une bonne tête, Mélenchon a une mauvaise tête ou l'inverse, c'est quand même pas passionnant, et ça ne nous mènera pas très très loin. On est comme ça dans l'impression spectaculaire qui n'est pas passionnante. Mais surtout, on passe beaucoup de temps pendant une séquence électorale à faire ce qu'on appelle de la politique politicienne, et finalement l'expression n'est pas si con. C'est-à-dire que pendant les 3 mois qui précèdent une élection présidentielle, on fait beaucoup de
méta-élection, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup à l'élection elle-même. C'est-à-dire pour qu'est-ce qu'on va voter. Alors je veux dire, qu'est-ce que c'était que les débats entre gens de gauche dans les mois de janvier, février, mars 2017? C'était ouais, mais quand même Hamon et Mélenchon ils devraient fusionner. Ouais, mais en fait non. Toi tu vas voter pour qui? Bah je sais pas, j'hésite encore parce qu'Hamon il est quand même pas mal. Mais en même temps Mélenchon pas mal. Enfin, tout ça est pas passionnant. Tout ça n'est pas intéressant. Il y a quelque chose qui s'absente totalement de ce genre de débats, qui sont des débats formalistes, bon, et vains d'ailleurs, parce que ceux qui pensaient qu'il pouvait y avoir une fusion entre Hamon et Mélenchon ne connaissent vraiment pas, enfin, il leur manque un boulon en culture politique, parce qu'évidemment que ça ne pouvait pas avoir lieu pour des raisons profondes, vraiment profondes et qui viennent de loin. Mais je me souviens des heures de débat entre gens de gauche qui pour le coup, ce soir-là, dans ces dîners-là, quand ils se demandaient Mélenchon, Hamon, Mélenchon, ou même pourquoi pas Mélenchon, Poutou. Bon, voilà, chacun a plein de débats comme ça. Ou alors voter, pas voter. Voter, pas voter. Et alors, je parle même pas de est-ce que toi, tu vas aller faire barrage ou pas. Ça aussi, ça nous a pris des heures et des heures qui auraient pu être utilisées à autre chose. Qu'est-ce qui s'absente dans tous ces débats qui sont des débats formels, qui concernent un petit geste qu'on va faire au bout du compte un dimanche, on va émettre un petit bulletin. Bon, alors il y a des gens qui sont allés mettre un bulletin Macron contre Marine Le Pen au deuxième tour, puis il y en a d'autres, ils n'ont pas voulu le faire. So what? So what? Quel intérêt? Moi d'abord, ce que je dis d'abord sur les élections, c'est pas tant qu'il ne faut pas voter, c'est pas tant qu'il ne fallait pas faire barrage, c'est que surtout, n'utilisons pas trop d'heures de cerveau pour y réfléchir. C'est pas intéressant. Et ce qui s'absente à ce moment-là, c'est bien sûr le réel. C'est le réel qui se perd à ce moment-là. On est rentré dans une compétition sportive, des débats comme ça qui sont politicards, et on oublie le point. Le point, c'est quel est l'état de la réalité, qu'est-ce qui nous plaît dans ce réel, qu'est-ce qui nous déplaît, qu'est-ce qu'on a envie de changer, comment est-ce qu'on a envie de tordre les choses, de sorte que, pour aller dans tel ou tel sens, au nom de valeurs, au nom d'options éthiques ou pas éthiques, tout un tas de nature d'options. Voilà, alors ça c'est notre bêtise propre, je crois. Et je crois qu'il menace d'ailleurs souvent, y compris des milieux de la gauche, dans la mesure où il arrive que la gauche soit un peu trop amoureuse d'elle-même parfois. Elle passe son temps à se demander où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'il faudrait faire, où en est la gauche. Bon, la gauche est très narcissisée pour ça. Combien de débats on a sur où en sommes-nous, voilà, là. Moi ça fait 40 ans que j'entends que bon, il faudrait tout refaire à gauche parce que la gauche va mal. Bon, la gauche adore passer des heures à se dire qu'elle est mal, quoi. Bon, pendant ce temps, il y a tout un tas de débats ou de réflexions qu'on pourrait avoir. Voilà ce qui serait notre bêtise à nous, je pense. Merci. Alors du coup, qu'est-ce que ça serait l'intelligence en politique? Est-ce que l'intelligence est forcément collective? Est-ce que si la bourgeoisie est bête, l'intelligence est populaire? Et puis aussi, peut-être, ce sera pour après, est-ce que l'intelligence, ça sert à quelque chose en politique si ça nous laisse quand même impuissants? Voilà, par exemple, si on se met en dehors des institutions et qu'on fait des choses très intelligentes mais qu'on ne produit rien sur le réel, voilà, donc qu'est-ce que ça serait l'intelligence politique et qui ait des effets sur le monde? Bon, d'abord, oui, effectivement, la bourgeoisie n'a pas le monopole de la bêtise. On peut dire, il y a des cons partout, on est toujours le con de quelqu'un, comme tu le disais très bien tout à l'heure. Non, je ne crois pas qu'il y ait de façon intrinsèque aux classes populaires l'intelligence, je ne crois pas du tout à ça, je ne crois pas à ces conneries. Je ne crois pas qu'il y ait non plus une moralité propre aux classes populaires, comme certains le disent, avec ce concept tout à fait fumeux de common decency ou de sens commun qui... parmi le peuple, il y aurait un sens moral immanent, comme ça, intrinsèque. C'est faux. Parmi le peuple, il y a des connards, il y a des racistes, il y a tout un tas de gens. Bon, sachant que ce racisme est souvent une construction sociale, et que les mêmes gens, dans une autre période et dans une autre configuration du travail ou une autre configuration du chômage, ne seraient pas du tout racistes, n'auraient pas pris comme ennemis les Arabes ou l'islam, auraient peut-être pris le capital ou autre chose. Il n'y a pas non plus de d'essentialisation du racisme dans les classes populaires, pas du tout, parce que ça, c'est ce que pense aussi parfois la bourgeoisie. La bourgeoisie va dire que le peuple serait traversé par essence par des mauvais affects, le peuple serait homophobe par essence, les classes populaires seraient racistes, etc. Tout ça, c'est des conneries. Il y a des constructions sociales, il y a des situations historiques qui produisent du racisme, qui en produisent dans les classes dominantes, dans les classes inférieures, ou qui produisent d'autres affects. Voilà. Donc évidemment, il n'y a pas de... Alors qu'est-ce que pourrait être l'intelligence politique? Bon, mais je l'ai un peu dit déjà, je veux dire, à partir du moment où vous prenez une situation du réel, ça c'est la base,
et vous y réfléchissez. C'est-à-dire que vous posez deux questions qui sont les questions fondamentales de la politique, c'est quel est l'état de la situation, que puis-je faire sur cette situation. Hier, par exemple, je vais prendre un exemple qui me vient que maintenant. Hier, une amie me fait lire un texte qu'elle a écrit pour défendre sa mère qui est aide à domicile. Parce que sa mère se fait emmerder par la loi de Pôle emploi, qui est un prestataire qui fait de l'aide à domicile, qui est un business très lucratif, comme on sait, pour des raisons profondes évidemment. Et je trouve que c'est un segment du prolétariat qui est tout à fait passionnant, les aides à domicile. C'est beaucoup de gens. En plus, les employés de ménage, ça finit par faire quelque chose, quoi. Alors, à 90% des femmes. Très intéressant. Et donc là, elle me faisait lire la lettre qu'elle a écrite pour pouvoir fédérer un peu tout un tas d'aides à domicile qui, comme sa mère, se sont fait couillonner pour essayer de faire valoir un certain nombre de droits et d'essayer peut-être de lancer une lutte. C'est une lettre aussi qui a été écrite à destination de syndicalistes qui pourraient soutenir une lutte éventuelle. C'est une lutte un peu contre un géant parce que c'est une grosse boîte qui emploie toutes ces femmes. Bon, bah, je lisais tout ça. C'était passionnant, je découvrais rien, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit tu ne m'apprends rien dans les grandes lignes, parce que je savais un peu tout ça, et tu m'apprends tout dans le détail. C'est des faits, c'était du réel, c'est de la pénibilité concrète, c'est pas un mot vain comme ça. Je voyais ce que c'était que la journée de sa mère, qui était en général tronçonnée, de sorte qu'elle pouvait faire 2-3 visites de 8 à 10, et puis après pour un autre prestataire qui est un sous-prestataire, faire 2-3 visites de 15 à 17, et puis en gros, et d'autres de 19 à 21, ce qui lui faisait une journée de 7 heures, mais qui s'étalait de 7 heures du matin à 9 heures le soir, etc., etc., plus les bisbis qu'elle a eu avec son employeur, plus la façon dont ils se font couillonner sur les heures de repos, etc., etc. Tout ça était très concret, et c'était intéressant, parce que d'abord ça concerne beaucoup de gens, c'est la vie des gens, c'est la vie des prolos, c'est l'oppression du capital dans toute sa splendeur, parce qu'évidemment le cœur de l'affaire, c'est que cette boîte essaie toujours de comprimer les coûts. C'est toujours c'est l'orientation fondamentale de tout capitaliste. Toujours essayer de produire plus de profit, voilà, de dégager des marges toujours plus grandes. Enfin bon, je me dis que des banalités, mais là au moins c'était concret, quoi. Bon, bah là, au moment où je lisais ce texte, j'avais l'impression d'exercer mon intelligence politique, j'avais l'impression d'apprendre quelque chose, j'avais l'impression en plus de me renseigner sur des vies que je ne connais pas forcément directement, etc. Et puis après, la deuxième question, je me disais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait quoi un mouvement d'aide à domicile? Dans quelle mesure est-ce que c'est possible? Est-ce que ces femmes peuvent être fédérées parce qu'elles travaillent toutes seules? C'est compliqué. C'est très très compliqué de fédérer les prolétaires qui travaillent chacun dans leur coin. C'est la grande difficulté auquel les mouvements d'émancipation sont confrontés actuellement, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc je réfléchissais à ça, je me disais, ben oui, quelles seraient les perspectives réelles pour ce mouvement? J'essaierais d'en suivre la suite s'il y en a eu. Voilà, l'exemple paraît presque trop particulier par rapport à ta question, mais l'intelligence politique, ça peut pas être autre chose. Et après, on peut monter en généralité, hein, on peut vite aller sur qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social, quelles sont les forces qu'on peut agréger pour instituer un rapport de force très fort avec le grand capital. Et là, on retrouverait des problématiques qu'on connaît bien, mais qui d'ailleurs ont souvent, parfois, pour moi, trop de place souvent dans la réflexion politique, c'est qu'on se projette trop vite sur la grande scène nationale ou internationale, avant même de voir ce qui se passe concrètement, en fait, du côté de ceux pour lesquels on se bat. Parce que c'est pas, enfin, je pense pas qu'être de gauche puisse être autre chose que de montrer une fraternité, une solidarité pour les classes populaires. Je ne vois pas d'autre définition de la gauche, en fait. Voilà, ça peut être que ça. Donc, du réel. Pas autre chose que ça. Merci. Dernier mot de conclusion, si tu veux bien. Là, on va travailler ensemble juste après. Donc, est-ce que tu veux nous donner 2-3 recommandations pour qu'on soit un maximum intelligent ou qu'on évite d'être trop bête? Ce que tu l'as déjà un petit peu fait. Voilà. Sur les 15%, Alors, d'abord, est-ce que tout le monde a bien son cahier? Parce que j'avais demandé donc un grand carreau, un 32 pages. Non, je sais pas du tout quoi vous dire. Moi, je suis plutôt content que ça prenne cette tournure-là. Quand Yazid m'a parlé de ce dispositif-là, j'étais très content. Toujours un peu content de poser, mais je pense que là, c'est bon. Et donc, va falloir s'organiser un peu, faire un peu de discipline. Je pense qu'en fait, on va partir de synthèses qui ont déjà été produites par des travaux antérieurs, mais je pense que vous allez le réexpliquer. Ouais, moi, je vais peut-être un peu me balader. Je sais qu'il y a des trucs qui m'intéressent plus que d'autres. Il y a des thèmes, en fait.
il y a des points, tu vas les rappeler aussi. Ouais, ben voilà, j'ai rien à dire, moi je vais juste maintenant accompagner le mouvement. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors du coup, la suite de la soirée, c'est effectivement de travailler par petites tâches. Donc ces dernières semaines, on a pas mal bossé collectivement, soit dans des ateliers où vous avez peut-être participé, ou à travers des documents collaboratifs sur Internet, etc. Donc on a 4 ou 5 thèmes sur lesquels on a un peu planché, on en a sorti des synthèses, et l'idée c'est qu'on se regroupe par 7, 8 personnes, 10 maximum sur chaque table, et qu'on bosse sur des thèmes. Donc il y a un thème logement, il y a un thème démocratie directe locale, il y a un thème budget dette, il y a un thème écologie, il y a un thème école, donc ça fait 5 tables. Et ensuite, on se disait qu'il pouvait y avoir des thèmes libres sur proposés par des personnes qui voudraient bosser sur autre chose. Et puis une autre proposition, mais alors j'ai pas suivi le dernier point. Je sais pas si on a les tracts des autres candidats. On les a? Non? Alors, si certains en ont, on proposait aussi de faire une table déprogrammant Pantin. Donc, de fouille des candidats des autres, et des programmes des autres, pardon, et puis de réflexion libre autour de ces différents programmes. Si on les a pas, si on en a pas assez, tant pis, on a largement de quoi s'occuper avec les 5 thèmes, plus les autres que vous pourriez suggérer. Voilà, donc juste précision peut-être sur l'exercice qu'on vous propose. Donc ce qu'on vous propose, c'est il y a à chaque fois 2-3 pages max de constats, propositions qu'on a bossé avant. L'idée c'est que vous les triturez, que vous repériez ce qui fait consensus, ce qui fait débat, ce qui fait peut-être même conflit, que vous puissiez en ajouter, en enlever, reformuler, etc. Et voilà, et qu'à la fin on ressorte avec quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus collectif que ce qu'on avait avant. Sachant qu'on va essayer ensuite d'éditer pas vraiment un programme, mais ce qu'on pourrait appeler ou un programme ouvert ou une démonstration de ce que pourrait être un programme construit collectivement. Donc on va après en faire un petit résumé, et on s'est dit qu'on assumerait de montrer qu'il y a des sujets qui font débat, qui vont peut-être plus être des questions qui sont à débattre à Pantin, plutôt que des réponses qu'on apporterait. Voilà, par exemple, sur la semaine des 4 jours, qui est un sujet hyper conflictuel, ou le pourcentage de logement social, ou même entre nous, entre ceux qui disent 100% et ceux qui disent 30%, on n'est pas d'accord. Donc voilà, donc l'idée c'est aussi de ne pas forcément viser d'avoir un programme tout cuit, mais plutôt d'identifier les sujets qui méritent la réflexion collective, qui méritent le débat, sur lesquels il y a de la conflictualité aussi, et qu'on pourrait assumer en tant que liste après continuer de porter après les élections, continuer de travailler, continuer de mettre en débat, voilà. Donc c'est un peu ça qu'on vous propose. Ensuite sur chaque table, donc on vous propose qu'il y ait une personne qui assume d'animer, c'est-à-dire de répartir la parole, c'est-à-dire de s'assurer que tout le monde parle et que personne ne parle trop. Et puis une autre personne qui accepte de faire le scribe, la personne qui note, qui règle, qui corrige, voilà, peut-être le résumer à la fin. Voilà. Donc on va vous laisser du coup plus ou moins vous organiser sur les tables, on va déposer les textes, et puis du coup c'est à votre tour. Dire en un mot que si vous n'êtes pas de Pantin, c'est pas grave en fait, parce que vous verrez que ce qu'on dit, ce qu'il y a dans les textes que vous verrez, est vrai pour toutes les villes à peu près, je pense, du Grand Paris. Donc du coup, vous êtes tous évidemment les bienvenus si vous n'êtes pas de Pantin. C'est pas un exercice typiquement pantinois. Et l'idée c'est plutôt de débattre sur le fond de ce qui a pu être émis comme idée depuis quelques semaines, et voir ce que vous en pensez. Il n'y a pas que aucune papier. Non mais il n'y a pas que ceux qui sont sans papier. Avec la meilleure volonté du monde, mais la loi actuelle ne relève pas de la mairie. On ne pourrait pas reloger en HLM les personnes sans papier, c'est interdit. Oui, mais comme... Je le justifie pas après qu'il faut faire quelque chose. C'est pas la même chose en fait. Les marchands de sommeil, en fait vous parlez des marchands de sommeil et des hôtels sociaux, c'est pas la même chose. Mais ça peut la même chose, ça peut pas... Dans les hôtels sociaux, moi j'ai travaillé brièvement dans l'hôtellerie. Les hôtels sociaux, c'est un lien avec l'État. Je veux dire, c'est les LOFI qui les appellent, on négocie. C'est dommage qu'on donne un terme. Oui, c'est ça. Peut-être que tu peux avoir quelqu'un... Non, mais on peut pas... Enfin, moi, je pense pas que le marchand de soleil, la personne... Le marchand de soleil, ça serait bien. Le marchand de soleil, pardon, tu vois. J'ai un lapsus serait... Oui, avec une vision de la Le marchand de soleil, c'est bon. Ça peut être un peu de poésie. On a besoin de marchand de soleil, je pense pas qu'il a de lien avec la mairie pour mettre en contact le marchand de soleil et la personne, malheureusement, misérable. Mais comment? Je pense que la mairie favoriserait le marchand de sommeil. Le taudis.
l'UDAF. Vous savez ce que c'est l'UDAF? Donc l'UDAF, c'est l'union des départementales, je crois, des personnes qui sont sous tutelle, sous curatelle. Et bien l'UDAF fait l'appel au marchand de sommeil pour placer les gens. Pour moi, je trouve bizarre, ça voudrait dire que le marchand de sommeil, il est référencé en France. Moi, ce que je veux dire. Alors, il faudrait qu'on s'entende, je pense, sur la définition du marchand de sommeil. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi en fait? C'est un hôtel, c'est un terme générique qui a été utilisé un propriétaire privé. Oui, c'est un marchand de sommeil qui exploite. Pour moi, le marchand de sommeil, c'est un gars qui a un bien qui est insalubre, qui n'est pas en état d'être loué, mais qui loue quand même. Je vous vois mal. Où il n'y a pas de douche, où il n'y a pas de cuisine. Endroit-là, on a des chances. Ils ne peuvent pas fournir, donc on a des histoires de cause. C'est ça. Ils sont des sans-papiers à bouger vite fait, parce qu'ils les ont virés d'un camp, enfin c'est des trucs comme ça. C'est pas que les sans-papiers. Des gens sous curatelle, effectivement. Moi c'est très choquant, c'est hyper choquant. Parce que c'est des gens personnels. Oui, c'est ça, c'est une représentation. Donc on en profite. Il y a un autre ce qui est intéressant, et moi c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que je me suis installé à Pantin et à Auvergne, c'est que justement c'est un peu les dernières poches populaires qui existent. Quand je me balade dans la rue, je rencontre tout un tas de gens qui sont très différents de moi, et j'aime ça. Les gens se parlent aussi plus facilement, généralement. Dans mon immeuble, c'était hyper cool. Tout ça pour dire que, en fait, ce phénomène, une des solutions les plus logiques là-dessus, sur le logement, c'est de réhabiliter les logements, mais ensuite on les loue plus cher. Et ça va dans une logique financière qui est grave et qui crée de la gentrification, mais même au-delà des limites. C'est plus de 50% dans le monde quand on rénove un logement, on le loue 50% plus cher. Et c'est les fonds d'investissement de Blackstone, BlackRock. C'est possible de faire autrement, parce qu'en Italie, je ne sais pas maintenant, il y a 30 ans, ils ont réhabilité les quartiers insalubres du centre-ville. Et pareil pour les gens de la Grande. Ils ont gardé les gens de la Grande. Les mêmes populations, il y a dû y avoir des aides de l'État, je ne sais pas, au niveau spatial. Les moyens n'ont pas augmenté. C'est une politique complètement à l'envers de ce qu'on fait ici en France. Il serait quand même peut-être s'inspirer de ça. Je sais que dans ma commune, par exemple, elle fait, je ne sais pas si vous connaissez ça, le maire a choisi. Et le maire, il a mis en place l'achat de logements solidaires. Ah oui, pendant 99 ans et après, non, c'est pas ça? Non, en fait, il acquiert un immeuble, enfin il acquiert un terrain où il a un terrain, il fait construire un immeuble et il le vend à des gens qui s'engagent, à des gens de la ville, c'est fait pour les gens de la ville, et qui s'engagent à ne jamais faire de publicité financière à chaque fois que un immeuble revendu. C'est stabiliser le prix en fait du mètre carré sur ces immeubles. Oui, est-ce que vous connaissez la part de logements inoccupés à Pantin? Par exemple, à Paris, c'est 18%. Non? Déjà, la part de logements sociaux, quelqu'un sait? Ça a été une des seules grèves victorieuses. On a gagné entre 3 000 et 4 000 postes. On avait réussi à ce que toutes les écoles elles soient entre 98, entre 20 et 23. C'est ça le. D'accord. Ça c'est même les collègues à Livry-Gargan, même au Pré-Saint-Gervais, même au Lilas, pour tout le monde c'était pareil. Ça vous paraît On était sur un truc égalitaire, progressivement. Ouais. Ces conneries de politique d'éducation prioritaire, pour moi c'est de la connerie. On a pris des moyens à gagner, à pavillon sous bois, un machin. Ils ont cassé le collectif. Ce qui fait que ces gens-là, on les voit plus en grève, on a vachement mal à les mobiliser parce qu'ils disent que les syndicats, c'est des syndicats les aiment. Et ils n'ont pas tort. Parce qu'on est rentré dans ce truc-là, tu vois, là, c'est fait à 10, c'est pareil pour moi, la CGT, je dis, ah c'est bien, on est content, on a 2 nouvelles places à 10. Je dis, ah ouais, toi t'es content? Et les collègues à Rony-sous-Bois, ils sont contents? La loi Dallot? Voilà, elle a été très largement détricotée par la suite, alors qu'elle avait quand même eu un petit effet. Après, ils se sont lignés pour... Combien de temps? Moi, de personnel, je l'ai fait en 2013. Là, je viens de recevoir une proposition aujourd'hui. Et encore, moi, je suis, entre guillemets, je veux dire oui, sur les faits, mais aller dans les tribunaux, aller voir en fait ce que ça donne. Non, ça donne absolument rien. Et ce qu'ils ont proposé, c'est que les
gens en plus ne connaissent pas leurs droits et ne savent pas qu'ils peuvent se faire indemniser par l'État via cette loi. En fait, nous, ce qu'on leur propose systématiquement, c'est allez, Aujourd'hui, tiens, oui, à l'origine, maintenant c'est en train de changer. La place qui est En termes de propositions municipales auprès de cette problématique de logement, qu'est-ce qu'il faut être proposé? par exemple, la construction, peut-être une part imposer davantage Hermès pour pouvoir récupérer je sais pas. D'accord, mais moi je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut reproduire un schéma concurrentiel. Et je pense que c'est ce qu'il faut dire, il faut lutter contre ça. C'est-à-dire quand je dis qu'il faut qu'une école, ce soit une petite entité, et que tous les gens puissent être partie prenante, dans l'exemple du lycée autogéré, c'est exactement ça. C'est une lutte, le lycée autogéré, c'est une lutte contre la concurrence, quoi, tu vois, pour la coopération. On peut très bien le décider à l'échelle d'une mairie, mais il faut que concrètement, on n'ait plus, par exemple, le petit chef de service qui va déplacer la gardienne, tu vois, qui va déplacer l'ATSEM ou qui va décider que les ATSEM, elles vont être animatrices, quoi, si tu veux. Il faut vraiment associer les gens aux décisions qu'ils vont prendre, quoi, si tu veux. Sinon, y compris dans la construction des bâtiments, tu ne peux pas dire on va raser votre école à 10 et puis on va vous faire un nouveau groupe scolaire, il y en aura 20 en élémentaire, 14 en maternelle avec un directeur. Mais vous aurez tous des TNI et des tablettes. Les neuneux sont là, ah super, des TNI, des tablettes, trop bien. Et après ils se retrouvent dans une usine. Ça ne marche pas. Tu vois? Donc c'est pareil, quoi. Mais après, je ne vais même pas parler de ça. On se redébat. Excuse-moi, mais il nous a dit des choses tellement intéressantes. J'ai fait une remarque à Toulouse, c'est qu'en Alsace, on a beaucoup, en tout cas moi, ma génération, on subissait la sélection scolaire. À Paris, elle était beaucoup moins dure à l'époque. Donc ça fait que quand je parlais des gens, mes problèmes à Paris, ils ne comprenaient pas. Nous, la sélection était très dure. J'étais le seul à faire le bac à partir de la BEP. Il fallait avoir une très bonne note avec un truc qui ne marchait pas correctement. Et ça, les gens n'ont pas compris. Ici, ils ont du mal à comprendre. Elle existe encore, mais elle n'est pas... Si, mais elle n'est pas franche, quoi. Oui, elle n'est pas franche. Non, mais de manière vraiment politique pour le coup, avec des choix budgétaires. Et après, tu as toute une partie contrainte qui, elle, est non négociable. Et ça, c'est intéressant de l'avoir, mais il faut l'avoir dans les masse, il y a tous les salaires de la je ne sais quoi, en fait, il y a des choses qui sont plus précises. Et après, par contre, sur ce reste, on peut choisir d'augmenter les salaires, on peut choisir le budget d'investissement du budget de fonctionnement. Donc peut-être bien comprendre ces paramètres-là, parce que sans les avoir, effectivement, c'est pas difficile d'avoir un avis, enfin de dire oui, on pourrait tout faire, certainement, mais en fait peut-être pas. Donc je pense que quand on arrive avec une proposition c'est ça aussi, c'est de ne pas arriver avec juste vrai, mais se dire voilà, on a ces paramètres, on les connaît, on a cette partie-là qui est vraiment qui ressort de choix politiques et ça rentre vraiment la pédagogie. Tout à l'heure de dire. Il y avait Sylviane. Non mais s'il y a d'autres personnes, Vas-y. moi c'est plus sur la
première proposition, là, installer un comité citoyen tiré au sort chargé avec les services de réserve de la dette, par rapport à ce que tu viens de dire, Clara, moi je pense qu'il faudrait élargir. En fait, je pense qu'il n'y a pas forcément un gros sujet de la dette, etc. Parce qu'il y a des